Bonjour chers amis de la presse, je suis Ousmane Kabara, président de l'ONG Jeunesse Active, chef d'entreprise, vivant et résident à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous recevoir dans le cadre de ce café, en bar à café situé à Djamé. Soyez la bienvenue. Comment Edmond, quelle est votre analyse sur la problématique de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Merci mon frère Gaumont. Vous êtes de quel média? Notre voix. Notre Voix. Ok, merci monsieur Gaumont de Notre Voix. La problématique de la cherté de la vie est liée à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés au choix et au modèle économique que nous appliquons en Côte d'Ivoire, d'abord. Et puis, il y a des raisons liées à la conjoncture économique internationale. Mais beaucoup plus grave, ce sont les raisons qui sont liées à la nature de notre économie, au modèle économique que nous avons appliqué. Je vous donne un exemple simple. Vous prenez le choix de la politique monétaire de la Côte d'Ivoire, qui est celui du franc CFA, arrimé à l'euro, parité fixe. Nous constatons que depuis plus d'une dizaine d'années, l'euro vacille et l'Europe s'est surendettée. Une dette que tout le monde sait aujourd'hui qu'aucun pays européen ne peut payer. Et naturellement, en compétition avec d'autres monnaies sur les places boursières internationales, combinées aux autres facteurs liés à la crise qui a été provoquée dernièrement par la crise en Ukraine, l'euro est en chute libre, au point que 1 euro est en dessous de 1 dollar aujourd'hui. Alors que la grande majorité de nos importations, de façon générale en Afrique, se font en dollars. Nous importons essentiellement de la Chine, de l'Inde, de nombreux pays qui ont leur propre devise, mais les changes sont faits d'abord en dollars, du franc CFA à l'euro, de l'euro au dollar. Et comme l'euro chute, l'euro a perdu par rapport au dollar pratiquement 30% de sa valeur ces dernières années. Donc cela implique automatiquement une dévaluation du franc CFA de façon technique de près de 30%. Donc si nous achetions quelque chose avant à 10 000 francs à l'extérieur, converti en dollars, aujourd'hui, pour le même article dont le prix n'a pas bougé sur le plan international, nous l'achetons aujourd'hui à 13 000 francs. Mais il y a un impact d'abord dans le coût de l'achat. Les transports ont été réévalués. Donc le même transport que vous payez à 1000 dollars, vous le payez le même transport aujourd'hui à 1300 dollars. Quand vous combinez ces deux éléments ensemble, le prix d'achat ayant augmenté, le transport ayant augmenté, de façon technique, pas parce que le prix en dollars a forcément évolué, mais parce que le rapport au franc CFA crée une situation où on a besoin de beaucoup plus de devises, de francs CFA pour acheter le même bien. Et là, quand ça arrive au port d'Abidjan, les droits de douane et les taxes en Côte d'Ivoire sont appliqués sur la valeur finale de la marchandise rendue au port d'Abidjan. Donc pour le même produit, vous auriez payé 3 000 francs de droits de douane. Aujourd'hui, vous allez payer peut-être 3 900 francs. Donc sur tout le circuit que la marchandise suit et qui permet un cumul des coûts, tous les facteurs de coûts sont revus à la hausse par rapport au franc CFA, juste à cause de la parité franc CFA euro. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir expliquer aux populations. C'est trop facile d'accuser les commerçants qui augmentent les prix. Les commerçants payent beaucoup plus cher au départ aujourd'hui, quand ils font le change du franc CFA dans la monnaie dans laquelle ils font leurs achats, le transport coûte beaucoup plus cher et les droits de douane sont remontés pour les mêmes produits à cause du même facteur de parité franc CFA euro. Et nous pensons que c'est l'occasion pour nous, pour nos dirigeants, de prendre le courage de mettre fin à cette parité de franc CFA euro. Et honnêtement, rien ne va changer après. Notre vie ne peut que s'améliorer.
Si vous regardez sur la même période, ces 10 dernières années, la plupart des pays africains, même ceux qui sont en crise sécuritaire, tous ces pays-là connaissent une croissance de leur économie. Et cette croissance-là devrait créer une bonification au niveau de la valeur de notre monnaie, de la teneur de notre monnaie, de la confiance qu'il y a par rapport à notre monnaie. Parce que notre banque centrale travaille correctement et de façon vraiment sérieuse. Nous avons confiance dans la gestion qui est faite de notre banque centrale. Donc naturellement, des réserves qui devraient revenir être logées dans notre banque centrale. Et donc dans ce cadre-là, nous risquons très peu de connaître des situations inflationnistes comme des pays voisins, notamment le Ghana, le Nigeria et autres qui ont leur propre banque centrale. Ça, c'est un avantage parce que la décision d'impression de monnaie ne viendra pas seulement d'un pays. Il y a forcément une conjonction de facteurs qui doit être faite entre les différents ministres de l'économie et des finances de nos différents pays pour s'accorder sur un certain montant à débloquer. Donc, ça va permettre que nous ayons un contrôle sur l'inflation au niveau de la monnaie, ce qui va créer une maîtrise au niveau des prix, une stabilité au niveau des prix. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur ce cas-là. Maintenant, pour ce qui concerne les facteurs qui relèvent de la situation internationale, là, comme je dis, ce n'est pas sous notre contrôle, mais ces facteurs-là sont minimes dans la question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez? Non, ce que je propose, moi, en tant que économiste, en tant que chef d'entreprise, donc exerçant dans le domaine du commerce depuis plus de 23 ans aujourd'hui, c'est que nos dirigeants de l'espace UMOA prennent la décision souveraine de mettre fin à la parité euro-franc CFA. Ça va déjà permettre pour nous déjà de refixer la vraie valeur du franc CFA qui devrait être beaucoup plus élevée que la valeur qu'elle connaît aujourd'hui, la valeur réduite qu'elle connaît aujourd'hui de façon artificielle à cause de la chute de l'euro. L'Europe est en récession depuis plusieurs années maintenant, alors que nous avons des économies en pleine croissance, nous avons une balance commerciale excédentaire. Donc rien ne justifie que la valeur de notre monnaie baisse aujourd'hui. Et ces 10 dernières années peuvent nous permettre d'avoir l'élément de base pour justifier cela. Donc c'est une question de courage, parce que la monnaie est un instrument politique aujourd'hui, beaucoup plus qu'un élément d'échange entre les gens. Parce que si c'est pour les échanges, on peut laisser tomber la monnaie du jour au lendemain, passer au troc ou bien choisir les talons d'or comme élément essentiel de nos échanges. Mais la monnaie aujourd'hui est un instrument politique. À nous de prendre ce levier en main. Je voudrais savoir quel est son avis sur la nouvelle monnaie de la CEDEAO qui est en cours. Bon, la nouvelle monnaie de la CEDEAO, personnellement... Est-ce que ça va résoudre ce problème? Non, la nouvelle monnaie de la CEDEAO peut résoudre ce problème si nous mettons en place un bon système d'évaluation de cette monnaie, une bonne politique de gestion de cette monnaie. La monnaie n'est jamais un problème. La Côte d'Ivoire seule peut créer sa propre monnaie, le Mali seul peut créer sa propre monnaie, le Niger, chaque pays peut créer sa propre monnaie du jour au lendemain. Ça, ce pouvoir appartient à tous les peuples à travers leur assemblée nationale. Ils peuvent décider du jour au lendemain d'aller sur leur propre monnaie. Ce n'est pas ça la question, c'est toute la politique de gestion de la monnaie qui va déterminer la valeur que cette monnaie-là va avoir et la confiance qu'il y aura autour de cette monnaie. Parce que quand vous entendez monnaie, tout est lié à la confiance qu'on a dans la monnaie. Aujourd'hui, si tout le monde travaille, tout le monde échange en dollars sur le plan international, c'est parce que par derrière, il y a la force politique, économique et militaire des États-Unis derrière le dollar. Le dollar n'est basé sur rien d'autre que la confiance que les différents acteurs du marché donnent à cette monnaie-là. Donc, c'est la confiance qu'on accorde à une monnaie qui juge de la viabilité et de la pérennité de cette monnaie-là, tout simplement. Donc, la question de monnaie de la CEDEAO, ce n'est pas ça qui doit être le sujet, honnêtement, mais c'est la politique monétaire que nous mettons en place, dont, par exemple, l'arrimage
du franc CFA à l'euro. Et c'est ça qui est notre problème aujourd'hui, plus que la question du nom de la monnaie ou bien de qui rentre dans la monnaie ou pas. Selon vous, il faut détacher carrément. C'est la première chose à faire. Le cordon. Voilà, ce cordon ombilical, c'est même pas un cordon ombilical, parce qu'un cordon ombilical permet qu'il y ait un transfert de valeur. La maman mange quelque chose et elle transmet la part de l'enfant. Mais aujourd'hui, l'euro ne nourrit pas le franc CFA. L'Europe ne nourrit pas l'Afrique. L'économie européenne ne détermine pas la qualité de nos économies aujourd'hui. Vous regardez, analysez le budget de l'État de Côte d'Ivoire chaque année. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire est fourni par l'effort et la création de richesses qui se passent en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des conventions de prêt pour pouvoir aller très vite dans la réalisation de certains projets infrastructurels, mais si vous regardez de façon globale, ce sont les Ivoiriens qui fournissent la richesse nécessaire au développement de la Côte d'Ivoire et non un pays européen. Donc il n'y a pas de cordon ombilical. Il y a plutôt un lien de subordination de notre monnaie à une monnaie qui ne fait pas forcément notre affaire et qui est déterminée par d'autres personnes et qui répond à leur politique économique propre à eux. Et ça ne tient pas compte de nos réalités. Avec la rencontre que le président de la République a eue avec les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, on a tous ici, on s'est félicité de cette action-là et nous sommes dit que le processus de réconciliation et de cohésion était vraiment en marche. Et du coup, il y a quelques jours, Pulchéri Balé, revenant du Mali, a été arrêté, relâché. Juste avant-hier, il a été arrêté à nouveau présentement séjourne à la MACA. Cette autre affaire ne va pas plomber le processus de réconciliation et d'apaisement. Bon, sur cette question-là, comme c'est une question qui relève de l'ordre sécuritaire, d'ordre sécurité d'État, comme ils l'ont classé, c'est très difficile de nous prononcer là-dessus, sur deux éléments. Moi, je déplore en général le fait qu'on puisse arrêter des acteurs de la société civile et les mettre en prison. Personnellement, j'en ai été victime moi-même. En 2007, j'étais leader porte-parole des commerçants qui avaient des revendications particulières et à l'époque, nous avions décidé de fermer nos magasins. On n'a pas fait de manifestation de rue et on a tenu une semaine tous les magasins fermés. Ça a été considéré comme une action qui pouvait porter atteinte à la sûreté de l'État. Donc, qui pouvait servir à déstabiliser l'État. Donc, il a été jugé à l'époque de nous arrêter et nous déférer à la MACA. Bon, après, nous avons été jugés, nous avons été relaxés parce qu'on n'avait pas commis de crimes ni d'infractions particulières. Mais je veux dire que ce n'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui. Cette pratique-là, de tout de suite arrêter un représentant de la société civile qui dérange et de le mettre au silence. C'est comme ça que moi j'appellerais cela. C'est de faire taire à la personne tout simplement parce que dès l'instant où vous êtes transféré et déféré à la MACA, vous n'avez plus droit au chapitre, vous n'avez plus droit à la parole. Mais dans le cas précis, comme je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dans le dossier, elle a été au Mali. Est-ce qu'elle est allée dans un cadre privé? Personnellement, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été déléguée? Elle est allée en mission pour le compte de son organisation? Avec qui elle a discuté là-bas? De quoi elle a discuté là-bas? Quel rapport a été fait de son passage au Mali par des gens au Mali à la Côte d'Ivoire? Personnellement, je n'en sais rien. C'est comme si moi, je vais au Mali aujourd'hui et des gens qui n'apprécient pas ma vie, même au Mali, appellent la Côte d'Ivoire pour dire voici ce qu'il est venu préparer ici sur oui dire. La DST peut m'interpeller à mon arrivée, m'interroger et s'il trouve des éléments dans mon langage ou bien dans mes réponses qui peuvent servir à consolider ou bien à les rassurer sur ce qu'ils soupçonnent, bon, je peux me retrouver interpellé. Comme n'importe qui peut se trouver interpellé, que tu sois de la société civile ou que tu sois juste un privé.
Mais nous déplorons toujours qu'on ait arrêté toujours des membres de la société civile. Et personnellement, s'il n'y a vraiment rien contre elle, nous souhaitons qu'elle soit purement et simplement relaxée. Monsieur Camara, quelle est votre analyse de la problématique du chômage en Côte d'Ivoire? La question du chômage n'est pas séparée de la question de la politique et du choix de modèle politique que nous avons en Côte d'Ivoire. Si vous vous souvenez bien, nous étions encore très jeunes, mais dans les années 80, vous aviez encore les sociétés d'État qui agissaient dans un certain nombre de domaines. Ils ont eu leurs bénéfices et ils pouvaient être pour moi tout simplement réformés et maintenus en place pour équilibrer les choses. Aujourd'hui, vous verrez que l'État français est actionnaire majoritaire dans tous les secteurs stratégiques, notamment énergie et autres dans leur pays. En France, en Europe, la plupart des États se donnent ce pouvoir-là, mais malheureusement, avec les modèles qui nous ont été imposés à l'époque par le FMI et autres, nos États ont été obligés de lâcher du lest sur ces entreprises stratégiques qui agissent dans des domaines stratégiques pour une économie. Maintenant, pour pouvoir créer de l'emploi, bon, moi je ris chaque fois quand j'entends des personnalités publiques dire que l'État va créer tel nombre d'emplois. L'État ne crée pas d'emplois. L'État doit créer un cadre qui soit favorable à la création d'emplois. Et c'est tout un certain nombre de chapitres qu'il faut aborder. La fiscalité, il joue un grand rôle. Quand vous ouvrez une petite entreprise, vous avez un sursis dans le marché déjà de 6 mois à 12 mois pour pouvoir résister et puis continuer ou bien fermer. Alors vous verrez que si vous vous rapprochez du CPC, vous allez voir le nombre d'entreprises qui est créé, que le CPC annonce chaque année avec fierté. On a ouvert à X mille, tel nombre, 10 000 d'entreprises se sont enregistrées, ont ouvert. Donc on traduit ça automatiquement en termes de création d'emplois parce qu'on suppose que chaque entreprise a au moins un employé, donc le gérant de cet employé-là, de cette entreprise. Donc s'il y a 10 000 qui ont ouvert ce mois-ci, c'est qu'on traduit ça en 10 000 emplois créés. Non, ce n'est pas 10 000 emplois créés. Nous-mêmes qui existons, nous avons des difficultés à obtenir du financement pour soutenir nos activités. À plus forte raison, ceux qui viennent dans le marché et qui n'ont aucune base de garantie ni de référence en termes d'activité pour qu'une banque ou une institution particulière puisse leur faire confiance et mettre à leur disposition de l'argent. Donc la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire dépend de beaucoup de choses. Il faut faciliter l'implantation de grandes entreprises, il faut faciliter la diversification du marché de l'emploi. Il faut créer les conditions d'un nouveau dynamisme au niveau des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des entreprises privées qui existent là. Je vous donne un autre exemple. Regardez le nombre de personnes qui finissent avec des doctorats dans nos universités qui sont au chômage. Il y en a même qui grévaient la dernière fois. Mais c'est parce que ce ne sont pas des filières qui permettent à des gens de s'auto-employer au bout de leur formation. Sinon, l'auto-emploi est possible, mais tous les pays qui sont avancés, les gens ne sont pas nécessairement dans l'auto-emploi. Parce que l'auto-emploi est relatif au nombre d'entreprises qui existent et des services que ces entreprises requièrent et à la capacité de la population aussi de solliciter un certain nombre de services. Plus la demande sera forte dans un certain nombre de domaines, plus il va se créer des petites entreprises qui vont fournir, qui vont répondre à ces services-là. Donc si il n'y a pas un bon dynamisme sur le plan général, tout le monde se retrouve à chercher à travailler dans les mêmes petits secteurs. On s'encontre et vous allez avoir toujours des gens qui viennent, qui commencent, qui meurent, je parle en termes d'entreprise, et puis qui disparaissent, et d'autres qui essayent, qui s'aventurent, et il y en a qui vont tenir, et puis les requins profitent. Ils avalent tout le monde, et puis ils s'imposent, tout simplement. Donc il y a tout le modèle économique de notre pays qu'il faut revoir, mais comme je vous dis, la monnaie est un élément clé, c'est un instrument clé. Si la question de la monnaie est réglée, vous allez voir tout de suite que ça va impacter sur le pouvoir d'achat. Une fois que le pouvoir d'achat est impacté positivement, les gens auront plus d'assurance, ils voudront plus dépenser
ils auront accès à beaucoup plus de produits, mais ils vont aller pour des services de plus en plus sophistiqués. Plus les services vont être sophistiqués, plus ça va pousser les entrepreneurs, les entreprises à améliorer la qualité de leurs services, à améliorer la qualité de leurs employés. Donc, il y a de nouvelles formations qui vont être requises, le nombre de personnes qui vont devoir refaire leur, comment dire ça, qui vont devoir refaire leur formation pour s'adapter au nouveau marché, aux exigences de nouvelles entreprises, parce que le niveau d'exigence des populations a augmenté. C'est tout ça qui va pousser l'emploi. Donc, c'est tout un cadre qu'il faut revoir, mais c'est intrinsèquement lié à la politique économique de notre pays, du modèle économique qui est en vigueur. Une question Vous voulez dire que le modèle économique choisi n'est pas adapté? Il n'est plus adéquat. Adéquat. Il n'est plus adéquat. Il était bon jusqu'à un certain moment. Il n'est plus adéquat. La preuve en est que même les Européens souffrent chez eux aujourd'hui. Ils sont tous confrontés au même problème de l'emploi. Donc, personnellement, je ne peux pas en vouloir à l'État de Côte d'Ivoire lui-même directement. Non, ce n'est pas la faute de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un problème global. Que vous partez des États-Unis à l'Europe, le problème du chômage est partout et c'est réel. Les pays qui s'en sortent sont les pays qui ont su innover. Des pays qui ont eu le courage de partir d'un modèle particulier et améliorer leur modèle. Je vous donne le cas de la Chine, un pays communiste. Mais quand vous partez aujourd'hui en Chine, la Chine a évolué petit à petit d'un système qui était fermé, un système qui est ouvert aujourd'hui, et ils ont une gestion politique de nature communiste, mais sur le plan économique, ils sont sur un modèle libéral. Donc ils ont su s'adapter. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Quel que soit ce que les gens veulent dire, la Chine est la première puissance économique mondiale aujourd'hui, parce qu'ils ont su s'adapter. Et nous, on veut rester sur le modèle ancien et vouloir faire du nouveau. Ça ne peut pas marcher. Nous sommes obligés d'ouvrir notre esprit, tenir compte de nos réalités, de nos vraies capacités, et puis nous permettre l'innovation. Donner la chance à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans l'arène politique de donner leur avis sur un certain nombre de sujets pour que le politique puisse avoir tous les éléments nécessaires d'appréciation pour faire les meilleurs choix possibles. Parlons de nos matières premières. Modèle, l'exportation brute, les gens essaient de transformer, mais jusque-là, ça pointe. Quel est votre avis là-dessus? Bon, quelles sont vos solutions également? On revient toujours sur la même chose. Nos paysans vendent leurs produits avec quelle devise? En CFA. Donc même si on met le cacao à 1000 francs aujourd'hui, mais que de façon technique ou bien artificielle, 1000 francs CFA ne vaut réellement que 700 francs CFA de 2010. C'est comme si en réalité on payait le cacao à 700 francs CFA, parce que moi je parle maintenant en termes de pouvoir d'achat de ce paysan-là. Donc quand le paysan à la base n'a pas ce qu'il faut, c'est lui qui envoie son enfant à l'école, c'est lui qui achète des pains pour sa femme, c'est lui qui fait le choix du menu qu'il a sur sa table, ça impacte automatiquement toute la consommation. Donc c'est quelque chose qui est lié. Donc le choix économique détermine tout ça. Maintenant on parle de possibilités de transformation de nos produits. Et c'est dans ce sens-là que je disais que quand on crée une nouvelle dynamique, si on décide d'aller vers un modèle économique beaucoup plus dynamique, adapté à nos réalités, vous verrez tout de suite naître de gauche à droite des petits transformateurs de cacao. Les gens font du savon avec du cacao. Les gens font des boissons avec du cacao. Au lieu de voir seulement du Nyamakuji en train d'être vendu dans la rue, ici, vous allez voir des gens qui vont mettre en place des petits stands pour faire du chocolat chaud qui vont commencer à vendre parce que le cadre est créé. Je vous donne un exemple simple. Une difficulté qu'on avait eue en 2002 relativement à une industrie que j'avais assistée qui voulait s'installer en Côte d'Ivoire pour transformer le coton en Côte d'Ivoire. Après nos recherches, on s'est rendu compte que le coton de Côte d'Ivoire n'était pas vendu directement en Côte d'Ivoire. C'était vendu dans un système qui était mis en place. Ça partait sur le marché international. Et une entreprise de textile qui s'installe en Côte d'Ivoire ici est obligée de passer par cette place-là financière pour acquérir du coton qui est produit en Côte d'Ivoire
au lieu de pouvoir acheter le coton directement en Côte d'Ivoire avec les paysans. Donc vous voyez ce grand tour, mais c'est un modèle qui avait été mis en place parce que nous étions pour l'Europe des colonies d'exploitation et de production de matières premières. Donc si nous ne changeons pas ce cycle-là, rien ne peut changer. Aujourd'hui, le pain que vous mettez, la chance que ce pain-là ait été tissé en Côte d'Ivoire est de 0,2%, même pas de 1%. Tout le pain que vous voyez là dans le marché vient soit de Chine, de Thaïlande, de l'Inde, de Pakistan, un peu partout, sauf de chez nous. Alors que le coton vient de chez nous. Le coton vient du Mali, ça vient de la Côte d'Ivoire, ça vient du Burkina, ça vient du Ghana, ça vient du Togo, etc. Mais tous nos produits tissés que nous portons au quotidien, les chemises, les pantalons et autres, tout est confectionné ailleurs. Maintenant, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est dans le choix politique qu'on fait. Si on favorise l'implantation d'entreprises, de structures de transformation chez nous, on change le mode d'évacuation de ces produits, on rend ces produits disponibles pour l'industrie locale à coût raisonnable, vous verrez tout de suite que des investisseurs vont s'intéresser au domaine. Mais les gens ne peuvent pas s'intéresser au domaine quand c'est difficile à ce point. C'est la même chose pour le cacao, pour le café. Le modèle qu'on a mis en place ne favorise pas la transformation locale. Tout simplement. L'endettement de la Côte d'Ivoire. Oui. Les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire s'endette davantage. L'État dit que nous sommes dans les normes. Quel est votre avis? L'endettement de la Côte d'Ivoire nous ramène toujours au même sujet. Si vous regardez notre bourse des valeurs et des valeurs mobiliers, vous pouvez voir comment il fonctionne comparé à la bourse qu'il y a en Afrique du Sud, comparé à la bourse qu'il y a à Londres, à New York ou à Tokyo. Si nous n'avons pas de prise sur ce qui est à la base de notre économie, quand on parle d'économie, on parle de production et d'échange. L'instrument d'échange, nous ne le contrôlons pas. Comme je dis, contrôler une part du contrôle, ce n'est pas forcément le droit de distribuer la monnaie aux populations. Non, c'est de pouvoir peser sur la valeur de sa monnaie, la protéger, décider quand on veut de réduire sa valeur par une certaine pratique que les banquiers centraux connaissent, ou bien de stabiliser sa valeur, ou bien de la relever. C'est une question de choix politique. Donc l'endettement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si je veux mettre ça en relation avec la valeur de notre monnaie, vous allez voir que si nous sommes endettés de près de 1000 milliards qu'on doit payer aujourd'hui en 2010, le franc CFA ayant perdu près de 30% de sa valeur, déjà sans compter les intérêts, nous devons déjà rembourser 1300 milliards. En dollars seulement. C'est-à-dire la quantité de CFA déjà qu'il faut pour pouvoir répondre à cette dette-là. Donc, c'est relatif. Donc, si on avait une monnaie qui s'accroissait en termes de valeur par rapport au dollar, pour avoir emprunté par exemple 1000 milliards en 2010, si c'était dans l'autre sens, on aurait eu à payer peut-être, rembourser l'équivalent de 700 milliards, tout simplement au lieu de 1000 milliards. Au lieu de passer à 1300 dans le cas où notre monnaie a chuté de façon artificielle, on aurait eu à payer moins, à sortir moins d'argent. Donc cet endettement-là n'aurait pas pesé autant sur notre économie. Tous les pays s'endettent. Tout le monde s'endette. Je peux avoir 100 millions de francs CFA en banque, décider d'acheter une voiture à crédit. Je peux, si j'ai la possibilité de payer la voiture sur 3 ans, une voiture de 20 millions, je paye une caution de 2 millions, 3 millions, et puis je paye le reste sur 3 ans. Je préfère ça, sortir 2 millions, 3 millions de mes 100 millions, avoir 97 millions en cash et prendre le crédit. Pour moi, ce n'est pas l'endettement qui est le problème. Pourquoi on s'endette? Quel usage on fait de cette dette-là? Et puis, comment on évalue l'impact de cette dette-là sur notre économie? Est-ce que ça relève le niveau de la vie des Ivoiriens? On peut en juger nous-mêmes. Est-ce que ça a favorisé
ça va favoriser notre économie de façon globale. C'est à nous d'en juger. La dette n'est pas mauvaise en elle-même, mais quel usage on en fait, le choix d'endettement qu'on fait et comment on programme le paiement. Sinon, les États-Unis ont une dette qu'ils ne peuvent jamais payer, tout le monde le sait. La France pleure pour sa dette tous les jours. Si vous suivez les médias européens, les médias français, ils n'ont pas capacité de payer la dette qu'ils ont. Donc, ils mettent en place un système où ils maintiennent leur dette, ils nourrissent leur dette publique et ils continuent de s'endetter pour pouvoir évoluer. Mais on n'est pas obligé de suivre le même chemin. Nous, on peut atteindre un point où nous pouvons finir avec notre endettement de façon définitive. Pourquoi? La taille de nos économies aujourd'hui nous permet d'endosser, par exemple, notre monnaie à l'or. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis et de l'Europe en général. Et c'est même pour ça qu'ils ont décroché de l'étalon d'or. Parce qu'ils ont de l'or, beaucoup d'or, mais c'est de façon, comme on dit, de l'or papier. Aujourd'hui, les promesses de vente d'or qu'ils ont, les émissions qu'ils ont fait en termes de papier or, dépassent plus de 10 fois la réserve réelle d'or qu'il y a dans leur banque centrale. Aujourd'hui, si tous ceux qui ont des bons qui leur permettent de réclamer de l'or aux États-Unis se présentent, l'économie américaine chute, tombe à zéro le même jour. Parce qu'ils n'auront pas assez d'or pour rembourser, pour donner de l'or à tout le monde. C'est idem pour l'Europe. Ils ont beaucoup de grands stocks d'or, mais ils n'ont pas assez d'or pour rembourser à tout le monde son or. Donc, le système est construit sur ça. Mais nous sommes des pays qui produisons de l'or. On a de grandes quantités d'or, on a de grandes réserves d'or. Quand vous partez du Sénégal au Niger, en passant par le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, sans compter le Libéria, Sierra Leone et consorts, on a assez d'or, assez de platine, assez d'argent et nickel et autres qu'on peut sortir en stock, stocker pour endosser nos économies là-dessus et sortir de ce système qui a été mis en place qui favorise l'endettement et l'assujettissement de nos différentes économies aux économies des autres. Quelle lecture faites-vous de ce vent qui secoue l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, avec le coup d'État qu'il y a eu là-bas, le Burkina Faso et même le Mali? Quelle lecture faites-vous de toute cette actualité bouillante au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Cette situation doit interpeller tout le monde. Au premier plan, le politique dans chaque pays. Nous-mêmes avons connu notre propre crise ici. Peut-être qu'on a vite oublié. Et on n'a même pas fini d'enterrer nos morts, comme on dit. Il y a encore des dossiers qui sont là, qui sont cuisants. Tout à l'heure, l'ami a parlé de la rencontre des trois grands. Bon. Moi, mon avis personnel, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire, pour moi, sur le plan politique, ce sont ces trois grands. On a connu différentes phases dans notre histoire politique. On a eu la phase où les Européens sont venus, ils ont mené une guerre coloniale pour pouvoir nous coloniser. Ça ne date pas de longtemps. Il y a moins de 130 ans maintenant, 135 ans. Donc nous avons connu la colonisation. Donc nous avons une première génération de nos parents qui ont résisté à cette pénétration, à cette colonisation. La colonisation a pu avoir lieu avec tout ce qu'on sait. Après, nous avons eu cette deuxième vague de nos parents qui sont battus pour obtenir l'indépendance, pour avoir le droit de diriger leur propre pays. Mais quelle indépendance ils ont eu, quel pouvoir ils avaient de mener les politiques qu'ils souhaitaient eux-mêmes pour leur pays. Et nous avons eu la troisième vague, qui est la génération de notre président actuel, de ses prédécesseurs, qui ont contesté un peu cette situation que les premiers présidents africains avaient mis en place, où c'était, bon, ils étaient tranquilles dans leur petit coin, et puis bon, l'évolution même économique et sociale et les tensions politiques internationales, les choses ont évolué de sorte que nos premiers dirigeants étaient déjà dépassés. Donc, vous avez cette génération qui est venue, qui n'a pas su s'entendre. Et ça nous a donné tout ce qu'on connaît de la crise du coup d'État de 99 à aujourd'hui. De 99 à aujourd'hui, ça fait quand même 33 ans. Donc pour nous,
Pendant 33 ans, nous connaissons la même crise qui se résume finalement à des crises qui sont liées à des personnes. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle de réconciliation. Personnellement, moi je suis malinqué. Je n'ai aucun problème avec aucune ethnie de Côte d'Ivoire. Ni dans le cadre professionnel, ni dans le cadre social, ni dans aucun cadre, ni dans le cadre culturel. On se côtoie, les Ivoiriens s'aiment. Mais dès l'instant où nous arrivons sur le terrain politique, vous sentez les visages se crisper. Les gens sont des pro. Il n'y a pas d'idéologie politique particulière qui prime en Côte d'Ivoire auquel les Ivoiriens se réfèrent. Les Ivoiriens ils aiment un homme et ils détestent un autre. Ils veulent d'un homme, ils ne veulent pas de l'autre. Pourquoi? C'est personnel. Ça peut être lié à la religion de la personne. Le gars, lui, il est catholique, moi je suis évangélique, il préfère soutenir un évangélique. Il est chrétien, je suis musulman, il préfère soutenir un musulman. Il est djoula, je suis djoula, il préfère soutenir le djoula, ainsi de suite. L'autre, je suis djoula, ils m'ont frustré, je préfère aller chez l'autre parce que lui encore, il était mieux avec moi que mon frère djoula. C'est ce langage-là. Quand on pousse le débat, ça se résume à ça. Djoula, musulman, chrétien, sud, nord, mais ce n'est pas d'idéologie. Comment on fait avancer ce pays-là? Et ça, ces trois personnalités-là, malheureusement, cristallisent ça. Donc pour nous, aujourd'hui, il est question que s'ils ont pu se rencontrer à trois, vu leur âge, en regardant le cycle normal de la vie, dans 10-15 ans, on devrait être là en train de les honorer, de faire des statues en leur honneur. Ils ont la grande responsabilité aujourd'hui de laisser après eux un pays en paix, uni. Tout va dépendre du choix qu'ils vont faire entre aujourd'hui et 2025. Est-ce qu'ils veulent reproduire les mêmes antagonismes qu'on vit depuis 1993 ou bien ils veulent laisser aux Ivoiriens quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant, quelque chose qui nous permette d'évoluer maintenant vers des débats d'idées, des débats de choix sociétal, des débats de, comme on dit, choix de politique économique et autres, sans que ce soit des histoires de pro-X ou bien pro-Z. Il faut qu'ils puissent nous sortir de là. La responsabilité leur incombe à tous les trois. Ils sont en bonne santé, ils sont tous vivants, ils sont là. Comme on dit, un père qui sait répartir l'héritage de son vivant, il peut reposer en paix une fois qu'il est parti. Et c'est ce qu'on demande. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour moi, le problème central de la politique ivoirienne aujourd'hui, la solution réside dans leurs mains et le choix qu'ils vont faire de leurs différents positionnements. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'ils ont tous des personnalités dans leur parti politique qui ont la capacité de diriger ce pays-là. Ils ont tous des personnalités dans leurs différents partis politiques qui ont la capacité de diriger ce pays-là et de le faire passer de cette situation-là à une meilleure situation qui sera loin de eux-mêmes leur capacité dans 10 ans. Donc, qu'ils prennent le courage d'aller dans ce sens. En tout cas, moi, je les y encourage. Ils sont toujours libres de continuer à se présenter, mais qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait d'apaisement tant que le débat sera concentré sur les histoires de pro-X et de pro-Z. Et la Côte d'Ivoire est divisée en pro-X et pro-Z. Au-delà de ça, le reste, nos plaies, nous saurons comment les penser, nous saurons comment nous demander pardon, nous saurons comment passer sur toutes les souffrances-là et puis voir un autre pays. Mais aujourd'hui, la responsabilité leur incombe. Président, on a parlé de l'actualité au niveau de la sous-région. La sous-région. Ouais. Maintenant, voilà, c'est ce que je disais. Si on crée un cadre sécuritaire viable, qui rassure tout le monde, croyez-moi, ce ne sera même pas question de coup d'État en Côte d'Ivoire. Le jour où quelqu'un va se lever pour dire qu'il va faire un coup d'État, il va se retrouver lui seul devant sa caméra et puis ils vont venir le prendre, lui et ses complices.
ces coups d'État l'ont lieu, honnêtement, c'est difficile de le dire et les gens ont peur de le dire parce que nos dirigeants créent le cadre qui s'y prête. En Guinée, pour ceux qui fréquentent la Guinée, moi j'ai des parents, j'ai une partie de ma famille qui est guinéenne, qui vit en Guinée. Je sais les difficultés que les gens traversent. Et pour toute solution qu'on leur donne, c'est toujours des beaux discours. Et on les met toujours dans des conflits de partis. Donc, même quand les gens souffrent, comme ils sont pour Alpha Condé, ils vont soutenir la politique d'Alpha Condé, même quand ça ne les arrange pas. Les autres vont soutenir Cellou Dalein juste parce que ça ne les arrange pas. Mais quand vous, les civils, vous créez un cadre de confusion qui est tel que le moral national, parce qu'ils oublient qu'il y a un moral. On a le moral individuel pour chaque personne, on a le moral d'une famille. Il y a des familles où quand tu rentres, tu te sens à l'aise. Ils n'ont pas souvent beaucoup de choses, mais tu es à l'aise. C'est comme quand tu vas au village qu'on t'accueille. On t'offre un plat modeste, mais la qualité, le soin qu'on met dans ce plat-là fait que tu es à l'aise. On t'accueille dans le village, tu fais une semaine dans le village, tu peux pas savoir qu'il y a des difficultés. Alors qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a le moral qu'il y a. Mais c'est parce que les gens sont déjà en paix que toi-même tu viens, tu es à l'aise. Donc il y a un moral national. Et on doit pouvoir l'évaluer, mais on l'évalue sur un plan beaucoup plus subtil. Donc quand ce moral-là baisse jusqu'à un certain niveau, il y a un certain niveau de violence qui naît dans le cœur de chacun et qui fait qu'on tolère l'usage de la violence. Ce qui va faire que quand ce moral-là baisse jusqu'à un certain niveau, les gens sont frustrés à l'intérieur d'un certain niveau. Les militaires et autres, ils font partie de nos populations. Ils souffrent au même titre que nous. Les gens se révoltent. Mais comme les populations n'ont pas d'armes, c'est ce qui fait qu'en général, les populations sortent et dans certains pays, on les écrase, on les mate et tout, ils rentrent à la maison. Il y en a qui résistent pendant des mois, comme ce qui s'est passé au Mali jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Mais à la fin de la journée, ceux qui ont des armes se disent, bon, c'est nous qui faisons que les gens sont là. Donc si ça ne va pas, on prend les choses en main. Ce n'est pas qu'ils sont la meilleure solution. Ils n'ont jamais été la meilleure solution. Ils ne sont pas la bonne solution. Mais quand ça s'impose aux populations, les populations ne savent pas que faire. Et quand ce qu'ils disent est plus enchanteur que ce qu'ils vivaient, personne ne va défendre le pouvoir civil. Donc pour arrêter cette vague-là, il faut vraiment que nos dirigeants dans les pays où il n'y a pas eu de coup d'État commencent à discuter avec les populations. Seul un meilleur lien, base de collaboration avec la société civile. Nous ne sommes pas pris en compte, nous ne sommes pas considérés. Parce qu'on se dit qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais nous parlons aux populations tous les jours. Nous parlons entre nous tous les jours. Nous entendons des choses que le politique ne va pas forcément entendre. Nous avons nos idées de comment résoudre certains problèmes. Donc, pour éviter on subisse aussi la fameuse maladie, vraiment il est temps que nos autorités prennent les choses en main et qu'ils comprennent qu'il y a un mal-être profond dans la société ivoirienne. Qu'ils écoutent et qu'ils essaient de donner des vraies réponses et non des réponses politiques et non des discours qui ne changent rien au quotidien des populations. Revenir un peu en arrière concernant les trois responsables, c'est-à-dire les trois leaders. Est-ce que ce n'est pas le problème qui ne vient pas des entourages, parce qu'on constate que ces trois veulent vraiment se souder les mains, mais les entourages vraiment les empêchent de le faire. Personnellement, pour moi, le leadership est un choix. C'est un caractère, c'est un habit qu'on décide de porter. Nous nous retrouvons ici. C'est parce que moi, j'ai bien voulu m'adresser à la presse. Sinon, je peux rester dans mon petit coin. Vous passez ici tous les jours, vous ne connaissez pas de Camara Ousmane. Mais si j'ai pris la responsabilité de m'adresser à vous, c'est-à-dire j'ai décidé de ressortir la tête au grand jour, donner mon point de vue. Vous rentrez ici, vous avez des employés qui travaillent. Mais j'ai le pouvoir de choisir qui je veux faire travailler ici. Avant cela, il y avait une équipe qui était là. Cette équipe n'a pas bien travaillé. J'ai libéré tout le monde. J'ai renouvelé tout le staff. Ce café existe depuis 2020. On a ouvert 2 mois après, il y a eu la crise Covid.
dont les difficultés se sont enchaînées, on a dû fermer et tout ça. Bon, après, on a rouvert. Mais on a rouvert avec une nouvelle équipe. Parce que la première équipe ne répondait pas aux exigences de qualité de travail que je voulais et de moralité que je voulais. Donc, pour moi, chaque leader a la responsabilité des gens qu'il choisit pour s'entourer. Et les gens que vous choisissez pour vous entourer, vous allez les choisir en fonction de ce que vous recherchez. Si vous recherchez le pouvoir à tout prix, vous allez vous entourer de personnes qui manquent des limites morales qui peuvent permettre pour dire non, on ne peut pas dépasser tel niveau. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se permettre ça. Parce que la boussole morale, elle appartient à chacun. Si je ne veux pas agir et prendre le pouvoir par la force, je vais chercher des gens qui sont plus doux, qui sont intellectuels et tout ça, qui ont capacité à convaincre les populations, qui sont conciliants. Parce que c'est cette voie que je choisis. Mais si je choisis de prendre le pouvoir par tous les moyens, y compris par la force, mais je vais m'entourer de, comme on dit, ce sont des civils, mais de soldats dans l'âme, qui sont prêts, dès que le chef dit go, on s'en va, on va jusqu'au bout, quels que soient les dégâts qu'on fait sur les chemins, on ne fait qu'avancer. Donc, pour moi, chaque leader a la responsabilité de l'entourage qu'il a. Président, votre mot de fin. C'est toujours un plaisir de nous retrouver avec la presse et nous souhaitons que ça se répète et que vraiment différents acteurs de la vie sociale en Côte d'Ivoire puissent avoir l'opportunité de s'adresser à vous et puis apporter leurs solutions par rapport à tout ce que nous traversons. Nous n'avons pas de solutions finies et finales. Alors, chaque fois qu'on va avoir l'opportunité de discuter, avoir des échanges avec les uns et les autres, ça nous permet nous-mêmes de nous écouter, ça nous fait réfléchir et puis ça permet à d'autres personnes plus tard, quand c'est publié, de réagir à ce qu'on dit et on verra la faiblesse de nos arguments et ça nous permet de nous améliorer nous-mêmes, aller rechercher, faire de meilleures études sur chaque sujet pour améliorer la solution que nous proposons. Donc moi je remercie votre disponibilité, c'est ton honneur et puis j'espère que nous pourrons répéter ça de temps en temps et bien entendu avec d'autres acteurs de la société civile et même du monde politique. Merci beaucoup.